Ma blonde dit tout le temps, même une horloge brisée donne la bonne heure 2 fois par jour. Et je dis une horloge. Mon Dieu. En tout cas, bref, même une montre brisée, tiens, voilà, donne la bonne heure 2 fois par jour. Alors, oui, Trump... Non féminin. Non féminin, Oui. une horloge. Bon, OK. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, oui, Trump, il est bizarre. Oui, il est égocentrique. Oui, incohérent. Oui, bon, il est vulgaire, il est grossier, etc. Mais ça se peut-tu que des fois, même s'il s'appelle Donald Trump, des fois, il peut peut-être avoir une bonne idée. Comme par exemple, ouvrir le détroit d'Ormuz. Quand même, le régime iranien est en train de plonger la planète au complet dans une crise économique grave en disant, nous autres, il n'y a aucun bateau qui va passer par là et ça cause d'énormes dégâts. Et là, Trump, il dit, moi, j'aimerais ça, ouvrir le détroit d'Ormuz. Puis là, les gens rigolent. On va en parler avec Georges Mercier, analyste doctorant en sciences politiques à Sciences Po à Paris. Bonjour, Georges Mercier. Bonjour, Richard. Alors, c'est ça. Une horloge peut briser, même si elle est brisée, peut donner la bonne heure 2 fois par jour. Non seulement ça, mais comme vous venez de mentionner, on présente souvent la fermeture du détroit d'Ormuz comme la faute des Américains. Souvent, dans le commentariat, on va dire c'est les Américains qui entrent en guerre, qui causent cette fermeture-là, qui risquent des dommages économiques immenses. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas les Américains qui ont fermé le détroit d'Ormuz, c'est le régime iranien qui a choisi, pour se maintenir au pouvoir, de le fermer. Donc, ce qui est fascinant dans ce conflit-là qui oppose les Américains aux Iraniens depuis le début, c'est qu'il y a une genre de confusion morale entre les belligérants, où on dirait qu'on est tellement agacé, tellement fâché contre Donald Trump, qu'on n'est pas capable de reconnaître qu'il n'y a pas un deux poids, deux mesures morales ici. En fait, vous avez un acteur qui, oui, est problématique en ce moment, les États-Unis, mais qui demeure une démocratie libérale, qui se bat quand même contre un régime farouchement obscurantiste, qui, en janvier, a massacré des dizaines de milliers de membres de sa population, qui violente et parfois assassine ses citoyennes lorsqu'elles refusent de porter le foulard. Et pourtant, la communauté internationale, qui ne cesse de nous parler du droit international, des droits de l'homme, du respect de toutes ces belles normes-là, eh bien, elle est ambivalente, comme s'il fallait vraiment choisir entre les deux. Non, il ne faut pas choisir. Il y a un bon, il y a un méchant ici. Et c'est vrai que l'opération militaire a peut-être été mal prévue, mal conçue. Visiblement, il cherche une porte de sortie, il ne sait pas comment. Bon, ça, tout ça, on peut amener ces critiques-là, bien sûr. Reste que c'est un régime sanglant, autoritaire, qui s'en est pris à sa population, qui est un régime qui est homophobe, un régime qui est misogyne. Donc, je veux dire, on ne pleure pas là, quand il y a des mollahs qui sont tués lors de cette intervention militaire-là. Non seulement, puis il y a ce qu'on appelle en droit international la responsabilité de protéger. Vous savez, dans le sillage génocide du Rwanda, on s'est dit plus jamais. Il faut avoir un mécanisme qu'on peut invoquer lorsqu'un régime est manifestement hors la loi. Et dans ces contextes-là, on juge que oui, on a le droit de brimer la souveraineté d'un État. Donc, il y aurait eu une marche à suivre au niveau du droit international pour rentrer en Iran au plus fort des répressions des manifestants. C'est quoi le problème avec ça que tous nos grands défenseurs du droit international oublient? Il y a un conseil de sécurité à l'ONU et sur ce conseil-là, il y a des acteurs qui ont des droits de veto, comme la Russie et la Chine. Donc, il n'y aurait jamais eu un monde possible où la Russie ou la Chine auraient accepté que les Américains rentrent en Iran. Donc, on n'aurait pas pu faire cette opération-là en respectant parfaitement le droit international. Non. Puis là, on a dit, oui, mais il y a un missile qui s'est abattu, soit sur une école, soit sur un hôpital et tout ça. Il y a des civils qui sont morts. Je ne veux pas paraître un homme qui manque de compassion, mais dans toute guerre, il y a eu, à un moment donné, ce qu'on appelle des victimes collatérales. Il y en a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi. Malheureusement, il y a des citoyens français qui sont morts sous les bombardements américains qui visaient les troupes nazies. Mais c'est extraordinairement tragique que des écoliers meurent. Mais par contre, ce qu'on oublie de mentionner, c'est que des bombardements, il y en a eu des milliers en Iran. Et il y en a un seul ou une poignée qui ont occasionné une erreur de ciblage qui a mené à la mort de civils. Donc, les Américains ne se sont pas conduits comme des barbares dans leur opération en Iran. Jusqu'à maintenant, ils ont largement... Je ne veux pas faire le parfait apologiste des Américains, c'est pas ça mon but, mais ils ont particulièrement été propres en quelque sorte. Et là, Donald Trump dit à la communauté internationale, est-ce que vous pouvez m'aider, venir
à mes côtés pour qu'on puisse ouvrir le détroit d'Ormuz, parce que moi, l'image que j'utilise, je suis désolé si j'utilise une image vulgaire, mais le détroit d'Ormuz, c'est comme si l'Iran prenait la communauté internationale par les bijoux de famille, en disant, puis il serre fort, là, puis ça fait mal, là, jusqu'à temps qu'on dise pardon mon oncle, là. Et c'est ça, là, ils utilisent ce détroit-là pour créer une crise économique mondiale. Donc, là, quelle est la réaction de la communauté internationale face aux demandes de Donald Trump? On le regarde avec un sourire? On dit essentiellement, non, écoutez, on n'a pas lancé cette guerre-là, c'est pas de notre faute, on s'en lave les mains. Le plus fascinant, c'est la réaction de la France. La France qui a quand même eu le culot de dire, on va participer à une mission pour sécuriser les voies de navigation après les hostilités. Donc, on va venir lorsque le combat va être fini. Et ça, c'est surprenant parce que les nations européennes, les nations occidentales, les nations asiatiques qui sont alliées à nous ont un intérêt objectif et immédiat à réouvrir le détroit de Hormuz. Pourtant, elles ne veulent pas s'impliquer. Il y a un moment où cette guerre-là, tu sais, on dit souvent, la politique, vous pouvez ne pas vous y intéresser, elle va s'intéresser à vous, mais la guerre, vous pouvez ne pas vous y intéresser, elle va s'intéresser à vous. Et ce qu'on voit, c'est que l'inflation remonte, le prix à la pompe explose, on risque une grave crise économique par pudeur morale. Et effectivement, ça touche tout le monde en plus parce que le prix des aliments sont transportés par bateau, sont transportés par camion. Si l'essence monte, le prix des aliments vont monter. Bref, ça touche tout le monde, ce conflit-là. Là. C'est un problème qui nous implique tous. Puis là, on n'a pas encore eu les contre-coups les plus importants, mais en Asie, vous avez des pays qui ont des pénuries de carburant en ce moment. On parle de rationnement. L'inflation, elle augmente. Et tu sais bien de le mentionner, Richard, c'est pas seulement une question de pétrole, c'est une question d'engrais, c'est une question de matériaux, de matériaux premiers qui passent. Donc, c'est un enjeu extrêmement grave et qu'on ne traite pas avec toute la gravité qu'il commande. Est-ce qu'on aimerait vivre dans un monde où l'Iran aurait l'arme nucléaire? Est-ce qu'on aimerait vivre dans ce monde-là? C'est pire que ça. Si on avait des doutes à ce sujet-là avant qu'ils choisissent de tenir l'économie mondiale en otage pour rester en vie, là, il n'y a plus de doute parce qu'on a un régime qui choisit essentiellement de menacer de provoquer une immense crise économique pour sa propre survie. Imagine ce qu'un tel régime ferait s'il avait ce droit de veto qui est une bombe nucléaire. C'est une bombe nucléaire parce que c'est un secret de polichinelle. Ils veulent la bombe nucléaire. Là. Puis s'ils veulent du plutonium, c'est pas pour des questions pour énergétiques là, ou des fins médicales et tout ça. Là. C'est sûr et certain. Donc... c'est quoi la suite de ça, là? On laisse les États-Unis se démerder en disant, on veut rien savoir. C'est quoi? Il n'y a aucun pays actuellement qui a dit, nous autres, on est prêts à faire partie. Une solution possible, ce serait que les nations occidentales, que les démocraties libérales signent une déclaration commune disant clairement, si l'Iran frappe un de nos navires dans le détroit ou dans le golfe Persique, nous considérons que c'est une déclaration de guerre. Et là, ce serait une game de chicken, finalement. Est-ce que les gardiens de la Révolution seraient assez fous pour faire ça? Dans un contexte où, oui, ils ont le soutien de la Chine, mais s'il y a bien un pays qui n'a pas intérêt à une grave crise économique, c'est la Chine qui dépend d'abord et avant tout de ses exportations. En terminant, une question personnelle. Je suis intrigué parce que, Georges, vous êtes doctorant en sciences politiques à Sciences Po à Paris. J'entends beaucoup parler de Sciences Po à Paris. On dit que c'est gangréné par l'extrême gauche totalement. Je vous entends dans votre discours sur Trump. Là, vous devez vous sentir bien seul à Sciences Po. Écoutez, dans le monde académique, parfois, il faut juste avoir une colonne vertébrale, pas avoir peur de dire ce qu'on pense. Si on fait ça, en général, ça se passe bien. OK. Merci beaucoup. Bonne chance, Georges Mercier, analyste, doctorant, comme je l'ai dit, en sciences politiques à Sciences Po à Paris. Très courageux. Bonne journée. À bientôt.